Merci de nous retrouver sur ce plateau après ce documentaire de Robert Lucas avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Levavasseur. Vous êtes directeur ingénierie et de la ressource en eau au syndicat des eaux de la Vienne, syndicat Sivers. Olivier Reynard, vous êtes directeur de la délégation Poitou-Charentes, l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Également sur ce plateau, François Péterin, vous êtes agriculteur et administrateur de la coopérative de l'eau. Et enfin, Julien Leguet, vous êtes le porte-parole de l'association Bassine Non Merci. Collectif citoyen. Collectif citoyen, s'il fallait le préciser. Merci à tous les cas d'être sur ce plateau. Alors évidemment, on va parler de cette ressource qui nous impacte tous, qui est l'eau, ressource fondamentale, vitale. Merci donc à tous les cas d'être ici, avec peut-être une question un peu bête, mais peut-être qu'il faut le rappeler. En fait, cette ressource, c'est un système fermé au niveau de l'écosphère, Olivier Reynald. C'est important de le dire. On a un volume d'eau qui n'est pas variable. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'au niveau de la planète, c'est une ressource qui est limitée. Elle peut être limitée aussi territorialement parce qu'on n'a pas les mêmes quantités de ressources d'un secteur ou d'un autre ou à un autre de la planète. Alors, évidemment, on va faire le diagnostic de cette ressource en eau sur ce territoire qui est le nord de l'Aquitaine, 30% du nord de l'Aquitaine. Alors, je vais peut-être vous donner la parole, Pascal Levavasseur. Vous êtes le syndicat qui est chargé de distribuer cette eau potable au robinet. Alors, à l'échelle de votre syndicat, c'est combien de communes, combien de réseaux Il y a 2 opérateurs sur le département de la Vienne, le Cœur d'Aglo de Grand Poitiers qui a sa propre régie avec laquelle on entretient de bonnes relations, et 250 à peu près autres communes du département de la Vienne et quelques communes des autres départements, que ce soit effectivement dans l'Indre et dans le département voisin des Deux-Sèvres, où on gère effectivement à peu près l'alimentation en eau de 160 000 abonnés. Ça fait à peu près 17 millions de mètres cubes qui sont aujourd'hui distribués sur le territoire du syndicat. D'accord. Alors François Péterin, vous êtes agriculteur. Vous êtes aussi administrateur de la coopérative de l'eau. En 2 mots, la coopérative de l'eau, ça consiste en quoi ? Alors la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres, elle a été créée en 2011, suite aux différentes sécheresses qu'il y a eu auparavant. Elle a été créée par et pour les agriculteurs pour être maître d'ouvrage sur un projet de réserve de substitution de l'eau, afin de stocker l'eau l'hiver en excès pour pouvoir prendre dans ces réserves en été, sachant qu'il y a une partie, donc on a 12 millions 7 dans le projet, un volume qui a été validé par le BRGM, et donc 7 millions 5 seront stockés dans des réserves et 5 millions 2 resteront dans le milieu, ce qu'on appelle dans le milieu, c'est-à-dire qu'on continuera à pomper dans les nappes superficielles. D'accord, voilà. Très bien. Ok, on va y revenir. Alors, Julien Leguet, vous êtes le porte-parole de Bassine Non Merci. Un mot sur cette association, j'ai dit association. Oui, donc c'est un collectif citoyen dans le sens où ça regroupe à la fois des citoyens qui s'engagent et des associations, également différents mouvements, syndicats, politiques, etc. Et ce mouvement s'oppose au projet porté par la COP de l'eau et s'oppose à l'ensemble des projets de bassines. On ne parle pas de réserve de substitution, on en parlera peut-être plus. Pourquoi est-ce qu'on récuse ce terme de substitution et donc, oui, il y a aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire Poitou-Charentes, plusieurs dizaines de projets en cours et une résistance citoyenne forte, parce que pour la plupart, on considère que c'est un accaparement d'un bien commun. On en reparlera à l'occasion. Alors justement, c'est un bien commun, l'eau, c'est un bien vital, c'est un bien qui va se raréfier avec, on va peut-être en parler, le réchauffement climatique, ça a des impacts, l'augmentation de la population mondiale. Alors sur EBL, je regardais, votre agence, elle impacte 28% du territoire national, je ne sais pas combien de départements, 26 En totalité, une vingtaine et partiellement, globalement, une bonne trentaine de départements. D'accord. Et donc, quel est au fond le rôle de cette grande association qui gère un territoire aussi important en matière de l'eau ? Alors, c'est d'abord un établissement public. Il y en a 6 en France, sur chacun des grands bassins hydrographiques, grands fleuves. Pour ce qui concerne le bassin Loire-Bretagne, c'est un territoire qui va du Mont-Saint-Michel à La Rochelle, si on regarde le Grand Ouest, et puis qui va descendre jusqu'aux sources de la Loire, donc au Mont-Gerbier-des-Joncs en Ardèche. Donc c'est un territoire très important, qui est plutôt rural, avec un habitat plutôt dispersé, mais sur lequel il y a vraiment une présence importante de différents types de production agricole et puis des activités industrielles. D'accord, vous êtes un peu le gendarme de l'eau, vous êtes... Alors, on est davantage là pour essayer de favoriser toutes les actions qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau, sa disponibilité pour les usages. L'idée aussi, c'est de
de financer à travers des subventions toutes les actions qui concourent à cet objectif on va y de revenir protection un peu sur de qualité. justement ces contrats qui sont passés localement avec les syndicats, sans doute les mairies aussi. Monsieur Levavasseur, au fond, pour cartographier un peu ce qui nous concerne, ce territoire de l'eau, c'est le nord de l'Aquitaine. On est complètement sur l'Aquitaine. Après, pour ce qui nous concerne, on est à peu de choses près uniquement dans les limites du département de la Vienne. D'accord. Alors, cette ressource en eau, elle provient essentiellement des nappes souterraines ou c'est des cours d'eau? On a, nous, pour ce qui nous concerne, 135 points de captage au total, et on a uniquement 2 prélèvements à notre surface. Alors, 2 prélèvements sur le cours d'eau de la Vienne. Et si je parle en termes de prélèvements, c'est 80% des prélèvements en eau souterraine, 20% en eau superficielle. Et là, Julien Leguet, pour vous donner la parole, sur vous disiez que vous étiez au fond contre le stockage, les réservoirs. Sur les nappes profondes, on va y revenir sur la préservation de ces nappes, sur la qualité des eaux. Sur les captages, il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci dans la mesure où... le vrai souci aujourd'hui, c'est de vouloir privatiser une eau stockée dans le sol pour faire des réserves qui sont soumises aux pollutions aériennes, qui sont soumises à l'évaporation. Si on attaque un des éléments forts qui nous dit que ces projets de bassines seront complètement adaptés au réchauffement climatique qui vient, c'est que par exemple les retours d'expérience, par exemple en Espagne ou également au Maroc, c'est qu'avec le climat qui s'appliquerait en Poitou-Charentes d'ici une trentaine d'années, c'est 30% d'évaporation. Donc, quelle est la pertinence technique de mettre à l'air, au grand air, avec moult pompes, etc., et des aménagements énormes. Il faut voir ce que représente une bassine. C'est de 10 à 20 hectares de terre. On va creuser et décaisser le sol sur jusqu'à 10 mètres pour certains projets. Et ensuite, on étanchéifie tout ça avec de la bâche plastique. Donc aujourd'hui, où notamment le plastique, on se pose vraiment la question de son devenir. On peut aussi se poser la question de la durabilité de ces plastiques. Aujourd'hui, ces plastiques sont garantis 30 ans. Les retours d'expérience sur des bassines, sur des bâches équivalentes, c'est qu'au bout de 10 ans, il faut venir rustiner. Et tout ça au truchement du réchauffement climatique, où non, ça n'est pas, surtout pas la réponse. Sortir de l'eau pour l'exposer à l'évaporation, c'est un non-sens scientifique absolu. Alors là, François Pétorel, l'argumentaire vous est destiné. Qu'est-ce que vous répondez à ce non-sens que vient d'exposer Julien Leguet? Sauf que nous, effectivement, aujourd'hui, là, il faut qu'on arrive à stocker cette eau là, qu'on a en surplus l'hiver pour pouvoir soulager les nappes l'été, sachant que... C'est un excédent qui serait perdu quoi qu'il arrive, c'est ça que vous voulez dire? Aujourd'hui, effectivement, les nappes sont pleines. Et aujourd'hui, alors en général, c'est sous contrôle de niveau des nappes et de durée en hiver. On pompe dans les nappes superficielles pour remplir ces réserves de substitution. Alors, elles ne font pas toutes 12 hectares, attention, ça va de 5-6 hectares à 8-10 hectares, voilà. Effectivement, nous, c'est des réserves de substitution, donc on creuse dans le sol, on remonte les digues, parce que nous, dans notre secteur, on est en plaine, donc c'est le bassin Savgne-Orthez, Marais, Poitevin. On ne peut pas faire ce qu'on appelle de retenue collinaire dans certaines régions, comme dans Dordogne, des choses comme ça. C'est des vallées, donc la topologie et le sol font que l'écoulement, voilà. Nous, dans notre secteur, on ne peut pas. Aujourd'hui, si on veut sécuriser tous les 200 exploitations, donc 500 agriculteurs en élevage, céréales, maraîchage, bio conventionnel, si on veut sécuriser une partie de ces gens-là, aujourd'hui, il faut stocker. On ne peut pas continuer, effectivement. On est conscient des évolutions. On ne peut plus continuer comme ça. Donc on a baissé, les volumes autorisés ont été diminués. Mais par rapport à la pluviométrie qui est tombée, on en parlera peut-être toute cette année, ça correspond à quoi les besoins de l'agriculture dans votre bassin à vous? Voilà, effectivement, je n'ai pas fait le calcul moi dernièrement. C'est peu finalement, ça doit être peu par rapport à la pluviométrie totale. Regardez les chiffres, c'est 1%. Si on ramène à la surface du bassin, effectivement, 600 mm sur 3 mois, ça fait des millions de mètres cubes. Ouais. Alors, on va y revenir parce que je crois que le débat il est ouvert, vous n'êtes pas d'accord, mais bon, sur cette question justement de l'eau retenue, alors vous avez un avis, vous, Pascal Levavasseur? On n'est pas concerné directement dans le sens. Oui, vous n'êtes pas, mais je vous demande votre avis par rapport à la problématique qualitative. Sur le plan quantitatif, il n'y a pas de projet qui associerait des besoins agricoles et des besoins liés à l'alimentation en eau potable. Maintenant, est-ce que le syndicat est consulté et sera acteur dans le cadre d'un projet effectivement qui pourrait conduire à la construction de retenues substitution? On sera forcément acteur. Comme ça a été dit tout à l'heure, si ça devait se faire,
si ça doit se faire, ça doit s'accompagner d'une évolution des pratiques agricoles. D'accord. Alors, vous évoquez justement la quantité, puisque vous le dites tous ici, évidemment, c'est une ressource qu'il faut partager, qu'il faudra encore plus partager, qui va se raréfier. Vous avez des exigences, alors de qualité, mais de quantité, comment vous faites? Alors, en vous donnant la parole, monsieur Reynard, mais vous avez des contraintes, justement, sur la quantité, sur la bonne gestion de l'eau que vous distribuez? On a des contraintes liées au changement climatique. Enfin, on a pu le connaître lors de cette année 2019, où on a eu un étiage sévère avec des baisses de niveau d'eau très importants sur certains territoires du département. Mais la demande de consommation reste la même. Donc, Oui, alors c'était lié plutôt à une raréfaction de la ressource. C'est pas lié à une augmentation des prélèvements. On est d'accord. D'accord. Comment alors quand vous avez une raréfaction de la ressource et la demande est aussi forte, comment ça se passe? Comment vous gérez les deux contraintes? Déjà, on participe chaque semaine à une cellule de vigilance de suivi des étiages, donc piloté par la DDT, sont présents les acteurs du monde agricole, de la Fédération de pêche. Donc voilà, pour l'essentiel. Donc on est vigilant, on les alerte, parce qu'on fait un suivi piézométrique hebdomadaire de nos ressources, et on a pu effectivement obtenir des restrictions d'usage sur certains bassins, parce qu'effectivement l'alimentation en eau potable pouvait être en danger. Alors il y a ce qu'on appelle des plans de gestion de l'eau, monsieur Reynard. Sont des plans qui sont aujourd'hui sans doute un peu pilotés par l'agence dont vous êtes le responsable. Alors en tout cas, l'agence y contribue. Ce qu'on appelle des sages, c'est ça, hein? L'agence y contribue. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux sont en fait des instances, ou plutôt s'appuient sur des instances qu'on appelle les commissions locales de l'eau. Ce sont des mini-parlements de l'eau, quelque part au plan local, à l'échelle de bassins versants. Et l'objectif de ces schémas d'aménagement, de ces sages, c'est vraiment de réunir l'ensemble des usagers de l'eau pour qu'ils puissent se mettre d'accord sur des règles de partage de la ressource et de gestion de cette ressource. Et donc ça, effectivement, c'est accompagné par l'agence, puisqu'on aide les structures à animer ces commissions locales de l'eau et ces débats. Julien Leguet, vous vouliez rajouter quelque chose? Je pense que vous avez tout dit. La question, c'est la question du partage et du juste partage. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'eau est une ressource limitée à l'échelle de la biosphère. Et cette eau doit remplir plein d'usages qui rentrent en compétition. Tout à l'heure, quand j'intervenais sur la question des nappes, que les bassines soient remplis en nappe profonde ou en nappe superficielle, elles rentrent en concurrence avec les captages d'eau potable. De la même manière, et dans les grands enjeux de l'eau et les grandes règles de la loi sur l'eau, il n'y a que, en numéro 1, c'est l'eau potable et l'eau humaine qui est prioritaire. En numéro 2, c'est l'eau des milieux naturels. Et seulement en numéro 3, c'est l'eau économique, au sein de laquelle on va retrouver l'eau agricole. Et aujourd'hui, on a vraiment le sentiment, avec ce projet de bassine, que cette hiérarchie est complètement modifiée. C'est bien l'eau sécurisée pour quelques-uns qui passe au-devant, notamment de l'eau milieu, notamment au niveau des réserves du Marais Poitevin. C'est bien la nappe phréatique qui doit alimenter les zones humides et les rivières, qui aujourd'hui, on se propose de les vider en hiver, en jouant un petit peu aux apprentis sorciers, dans le sens où aujourd'hui, il y a des seuils de prélèvement qui sont mis, il y a des règles soumises au remplissage de ces bassines. Aujourd'hui, certains météorologues, et notamment le responsable de Météo France à Poitiers, dit qu'on est plutôt sur une option où, si le réchauffement climatique se confirme, c'est 8 années sur 10 où les bassines ne pourront pas se remplir. 8 années sur 10. Et déjà, un travail a été fait. Si les bassines avaient été construites ces 10 dernières années, déjà 2 années sur 10, elles n'auraient pu être remplies, à moins qu'on change le règlement en cours de route. Oui. Je voudrais juste qu'on entende Olivier Reynard sur cette question. Vous vouliez rajouter ou contredire ces propos? Alors, effectivement, la hiérarchie en fait des priorités, c'est bien d'abord l'eau potable, ensuite le fonctionnement des milieux aquatiques et enfin les usages. Et dans les dispositifs qui sont prévus pour alimenter ces réserves de substitution, on est bien d'accord, il s'agit de les alimenter uniquement en période où on est en hautes eaux, c'est-à-dire où la ressource est très largement disponible. Donc et selon des règles, serait perdue quoi qu'il arrive. Donc on peut la stocker. C'est ça votre... Elle a un rôle aussi pour nettoyer les milieux aquatiques, mais l'idée, c'est de ne prélever que ce qui va au-delà de ce rôle. D'accord. Je dirais ce qui déborde, quoi. Voilà. Et selon des règles qui peuvent aussi évoluer dans le temps en fonction des conditions hydrologiques. Donc quelque part, le projet
il est certes centré sur des préoccupations quantitatives, mais à la clé, il y a aussi le souhait de faire évoluer les pratiques agricoles vers plus de qualité. Alors, alors vous allez répondre justement, M. Péterin, aux pratiques agricoles, mais je voudrais juste revenir sur cette qualification des eaux qui est intéressante. Hein, l'eau potable, l'eau pour les milieux et l'eau pour les usages. Alors, l'eau agricole, c'est de l'eau pour les usages, on est bien d'accord. Mais l'eau pour les usages, c'est celle aussi qu'on utilise pour laver les voitures, peut-être. Est-ce que, justement, il n'y a pas là une vraie contradiction ou un vrai problème de fond, puisqu'on utilise de l'eau potable aujourd'hui pour nettoyer les voitures, pour faire des choses... et qui ne rentrent pas dans cette classification. Alors, je voudrais là poser la question à Pascal Levavasseur. On parlait du partage de l'eau. La pédagogie, c'est important aussi de le dire, ça. Effectivement, la pédagogie est importante. Il faut savoir que globalement, les usages non prioritaires de l'eau potable sont de plus en plus limités. Je pense que les abonnés font preuve de citoyenneté et sont vigilants pour ne pas gaspiller l'eau en période estivale. Et puis au-delà de ça, le syndicat et même Grand Poitiers, et c'est au niveau même préfectoral, il y a eu des arrêtés de restriction d'eau pour réserver l'eau aux usages prioritaires très tôt dans l'année 2019. Oui, mais quand c'est en période de sécheresse, mais quand c'est pas une période de sécheresse, vous dites le syndicat est vigilant. Comment il peut l'être au fond sur ces pratiques qui peuvent être contestables aujourd'hui? Nous, on est vigilant à travers les prélèvements que l'on opère, c'est-à-dire qu'on est vigilant par rapport au maintien des rendements déjà, effectivement, et on reste vigilant par rapport aux usages qui en est fait. Et donc très tôt dans l'année, je vous le dis en 2019, le président a appelé à ce que des maires prennent des arrêtés pour limiter l'usage de l'eau potable à des usages prioritaires. Alors François Péterin, vous êtes l'agriculteur, donc évidemment la question se pose, et Julien Leguet vous conteste au fond le droit de disposer d'une eau. C'est le partage équitable au sein de toutes les... Mais je pense que sur le volume du projet, il a été validé par de nombreux... en partenariat avec des syndicats des eaux, certaines associations de défense de l'environnement, l'agence de l'eau, les hydrogéologues. Donc, je veux dire, c'est pas nous, agriculteurs, qui avons décidé de mettre tel volume. Enfin, je veux dire, qu'il y a des règles strictes effectivement d'eau, de calcul des volumes qu'on peut attribuer. Et suite à ça, pour accélérer justement la transition agricole, nous avons mis un protocole d'accord en place qui a été signé en novembre 2018 par le préfet des Deux-Sèvres pour justement essayer de trouver un partenariat avec, par exemple, des organisations comme Deux-Sèvres Nature Environnement, la Fédération de pêche, la Chambre d'agriculture, la région, tout ça, pour avancer plus vite dans la transition agricole et pour que les agriculteurs s'engagent plus dans des mesures en faveur de la biodiversité, l'agroécologie, changement de pratiques culturelles, diminution des intrants. Ça c'est une politique vertueuse. Aujourd'hui, c'est un projet de territoire unique en France. C'est un projet de territoire unique en France. Il faut quand même le savoir, quoi. Donc, ça a été des débats. On le sait très bien. Ça a été houleux par moments. Je pense qu'on a avancé sur plusieurs positions. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de ce projet. Les agriculteurs que je rencontre régulièrement, qui sont dans le projet avec nous, ont envie d'avancer, ont envie de sécuriser leurs exploitations. Une exploitation comme la mienne, je suis la troisième génération hors cadre familial qui s'installe sur l'exploitation parce qu'il y a eu de l'irrigation. Avant, il y avait de l'élevage. Après, il y a eu des cultures spécifiques. Aujourd'hui, je fais la production de semences avec de la main-d'œuvre saisonnière. J'emploie 35 personnes à l'année. Si demain, mon fils veut s'installer, il veut revenir en élevage, tant mieux. Sans eau, sur des terres très légères, ce qu'on appelle argilo-calcaire superficielle, même pour produire de l'alimentation pour les chèvres ou vaches laitières ou quoi que ce soit, il faut un minimum de sécurité d'eau. Voilà, donc on préfère que l'eau soit sécurisée. Là, aujourd'hui, effectivement, on a l'établissement public des Marais Poitevin qui nous attribue un volume en début de saison, mais en fonction du printemps, de l'été ou quoi, forcément, ces volumes nous sont réduits, ou arrêt total, ou restriction horaire. On préférait savoir en fin d'hiver qu'on a tel volume stocké et qu'on puisse l'utiliser et l'adapter à notre exploitation. Olivier Reynard, sur cette question agricole, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, elle a un regard, elle a une action, elle peut intervenir? Oui, je pense que c'était aussi une demande au fil de l'évolution du projet. C'était aussi une demande de l'agence de l'eau que le projet de sécurisation d'accès à l'eau à travers ces réserves de substitution, servent aussi à faire évoluer l'agriculture vers des cultures qui sont moins impactantes sur la qualité des eaux, c'est-à-dire utilisant moins d'engrais, vers des systèmes de production
plus diversifiée, vers aussi un peu plus d'agroécologie, puisque c'est un terme qui est consacré et qui décrit ces techniques. Pourquoi pas aussi pour développer de l'agriculture biologique, et je pense qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui vont aussi s'orienter vers l'agriculture biologique. Donc qui demandent moins d'eau, moins d'apport en eau qui permet de travailler différemment et surtout d'utiliser moins de pesticides. Alors ça, on y reviendra, c'est sur la qualité des eaux. On va y revenir sur cette question. Pour l'agriculture biologique. Et l'idée, c'est avant tout d'essayer de donner un peu de temps pour s'adapter aussi au changement climatique. On sait très bien que dans les horizons 2040-2050, la répartition des pluviométries sera différente. C'est-à-dire, juste, il y en aura moins... Moins en été. Peut-être on aura des étés certainement beaucoup plus secs, beaucoup plus chauds. Et peut-être des épisodes de pluviométrie beaucoup plus intenses en hiver. Globalement, on pense aussi qu'il y aura une diminution de la ressource de pluviométrie, d'une vingtaine de % peut-être. Et donc, ce changement-là, il est devant nous, il est un peu inéluctable. On va le vivre. Et donc, se donner aussi une possibilité de s'adapter à ce changement semble être quelque chose de plutôt important, sachant qu'après, il faudra vivre avec moins d'eau. Donc, ça veut dire que les systèmes agricoles, mais aussi nos propres usages domestiques, devront être beaucoup plus sobres. Julien Leguet, vous entendez le fait qu'il y a donné un peu de temps pour s'adapter. Bon, tout le monde a admis que la ressource va se raréfier, qu'elle va aussi, sans doute, selon les saisons, elle sera moins abondante alors qu'on en voudrait et un peu moins abondante alors qu'on n'en voudrait pas. Est-ce que vous considérez malgré tout qu'il faut donner du temps pour s'adapter à cette situation qui est devant nous ? C'est bien une question de prospective qu'on pose sur le fond et justement, il y a des grands arbitrages à faire aujourd'hui. Ce projet, on n'a pas parlé d'argent. Ce projet, pour les 16 bassines du sud de Sèvres, c'est 60 millions d'euros, dont la moitié est prévue de venir de l'Agence de l'eau à hauteur de 29,2 millions d'euros. Quand on est à ces hauteurs-là, on peut se poser vraiment la question en tant que citoyen, consommateur d'un territoire qui ne demande qu'à se nourrir, d'être nourri de ce territoire, de savoir si on n'est pas en train de louper la bascule de la transition écologique qu'on devrait mettre en œuvre. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on enferme des exploitants et qu'on oblige des exploitants à rentrer dans les bassines, parce que clairement on oblige, si on ne rentre pas dans les bassines, on voit son volume d'eau, vous contredirez si vous voulez, mais le volume d'eau, si on ne rentre pas dans la cope de l'eau, est réduit à 1500 mètres cubes. Donc finalement, c'est une obligation de rentrer dans la cope de l'eau et dans les dispositifs de bassine sans grande alternative. Et vous proposez quoi pour les agriculteurs qui doivent... Très clairement, aujourd'hui, si 60 millions d'euros doivent être mis sur le sud des Deux-Sèvres, sur le territoire, qu'ils soient attribués à l'ensemble des exploitants et pas uniquement aux seuls irrigants, pour se tourner vers l'agroécologie. Je peux l'illustrer à travers un ami à moi qui est dans un projet de bassine. Aujourd'hui, l'investissement qu'il va devoir faire pour entrer dans la bassine, c'est 100 000 euros. C'est la part qui lui restera, c'est à peu près 30% du financement global. Ces 100 000 euros vont faire qu'aujourd'hui, il ne peut pas monter et investir dans un atelier qui ferait de la transformation locale. Aujourd'hui, ces bassines, elles sont construites pour essentiellement, et je suis désolé, mais en grande partie, quand on regarde les bassines existantes, c'est du maïs qui pousse autour, et c'est essentiellement... j'invite les auditeurs à regarder sur Google Maps le sud Vendée et de voir qu'est-ce qui pousse autour des 30 bassines existantes du sud Vendée. C'est essentiellement du maïs. Alors je sais bien qu'il y a des objectifs de diversification, mais aujourd'hui cette enveloppe, il y a vraiment une notion d'injustice, cette enveloppe elle est uniquement consacrée aux irrigants en place, avec la sécurisation, puisque c'est le terme qu'on utilise toujours, des volumes ancestraux, sans parler d'une redistribution. Au niveau du collectif, on est tout à fait conscient qu'il n'existe pas certaines formes d'agriculture sans irrigation. Le maraîchage, par exemple, qu'on appelle de nos voeux très fortement sur notre territoire, pour nourrir le territoire, les cantines, etc., a besoin d'eau. Il y a deux manières de considérer. Soit on fait du maraîchage irrigué sur la plaine, sur le haut, soit on reconquiert le marais mouillé pour y faire les terres de maraîchage, ce à quoi elles étaient destinées. Et là, on a une irrigation qui se fait sans aspersion, sans arrosage et sans évaporation, simplement en gérant le niveau d'eau correctement. On va laisser répondre François Pettorat, parce que finalement, c'est une autre agriculture qu'il vous propose. Au fond, moins de maïs, qui demande beaucoup d'eau, plus... on change de modèle, c'est ça l'idée. Oui, sur le maïs, il y a un débat, mais il y a très longtemps que le maïs... a diminué dans notre secteur. Certes, il y en a aujourd'hui, sachant qu'il...
On va lui laisser répondre, M. Leguet, il va répondre. Sachant que le maïs fait partie d'une rotation sur une exploitation, ça fait partie d'une rotation pour la baisse justement des produits phytosanitaires. Il faut une rotation des cultures. Donc que ce soit pour du tournesol ou du maïs, on ne fait pas de monoculture pour pouvoir gérer mieux les intrants derrière. Donc il n'y a pas que du maïs, loin s'en faut. On fait toute culture. Moi j'ai 10 cultures sur mon exploitation. Donc voilà, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'engagent dans ce projet parce qu'ils veulent diversifier leur culture justement. C'est pas prendre de l'eau juste pour focaliser sur le maïs, loin s'en faut. Et le maïs, c'est une plante qui capte beaucoup de CO2, entre nous soit dit, et qui a une très faible consommation en intrants aujourd'hui, mais comme d'autres cultures, comme le tournesol. Le tournesol est une culture aussi vertueuse qu'on peut intégrer dans une rotation. Donc on a le droit d'arroser toutes les cultures avec cette eau-là. Et chaque agriculteur est libre de prendre cet engagement, de prendre le volume qu'il veut dans la réserve, pour adapter à son exploitation. Chaque exploitation est unique. Donc on ne peut pas modéliser, et une entreprise ne bouleverse pas ses habitudes en 2 ans de temps. Vous voyez, une exploitation agricole, comme on disait tout à l'heure, il faut une adaptation. Donc ça ne va pas se faire en 2 ans de temps, ça va se faire, ça a déjà commencé, et on va l'accélérer encore plus. Mais on ne peut pas dire à tout le monde de faire que du maraîchage ou que du bio. Aujourd'hui, dans notre projet, il y a 7% des agriculteurs qui sont déjà en agriculture biologique. Et on pense que, grosso modo, en fonction des discussions, on pense que ça va doubler d'ici 5-10 ans. Voilà, on ne sait pas trop. Après, du maraîchage, il y en a aussi, il y a des demandes. Les élevages aujourd'hui, c'est des troupeaux de vaches laitières, caprins avec les Deux-Sèvres, voilà. Donc sans irrigation, aujourd'hui, les jeunes qui veulent s'installer, pour fournir le fourrage, c'est compliqué. Voilà, on peut pas sur du caillou qui est un peu comme ça par endroit, on peut pas produire forcément sans eau. D'accord. On préfère avoir un peu moins d'eau sécurisée, mais l'adapter à notre exploitation. Alors, Pascal Vavasseur, on va parler aussi de la pollution des eaux. C'est important, c'est une problématique qui compte. Mais justement, pour clore sur ce sujet du partage de l'eau, il y a une responsabilité des syndicats qui distribuent eux-mêmes l'eau. Il y a une demande d'eau potable. Alors, elle est prioritaire, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui une pédagogie à faire au robinet pour économiser cette eau dont on demande aux agriculteurs qu'ils la gèrent un peu mieux? Et la question peut vous être posée aussi, est-ce qu'il n'y a pas une déperdition là aussi au robinet de cette eau potable? Et au fond, le procès que l'on pourrait faire aux agriculteurs, on pourrait le faire aussi sans doute à nous-mêmes qui sommes des consommateurs d'eau potable. Enfin, comme je disais tout à l'heure, globalement, je pense que les consommateurs sont de plus en plus vertueux et preuve en est, c'est-à-dire que sur les... Ils consomment moins, est-ce que vous constatez Exactement, qu'ils consomment la moins référence historique que l'on prenait, c'était 120 mètres cubes par habitant et par an. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est plutôt autour de 200 mètres cubes. Donc globalement, on s'aperçoit qu'il y a une baisse des prélèvements par abonné autour de 20% en une vingtaine d'années. Donc globalement... Ça, c'est les pratiques ou c'est le prix de l'eau du mètre cube d'eau? Non, je pense que ce sont les pratiques. Ouais. Après, il y a probablement des évolutions technologiques, mais je pense que les gens sont de plus en plus vigilants. La récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des jardins, c'est quelque chose qui se répand au lieu d'utiliser de l'eau potable pour ces usages-là. Donc non, il y a une vraie prise en compte par les abonnés, par les citoyens, d'un usage prioritaire. Alors je ne dis pas que le coût n'est pas un effet. Effectivement, quand vous devez payer à la fois l'eau potable et l'assainissement collectif pour un mètre cube d'eau, vous êtes peut-être effectivement un peu plus vigilant. Voilà. Alors Olivier Renard, on va faire une petite diagnostic de la qualité des eaux sur le territoire qui nous est présenté là. On sait que, alors là, les agriculteurs sont souvent cités pour la pollution des eaux. Est-ce que ces nappes dont on parle, celles qui nous concernent, elles sont plutôt de bonne qualité? Les nappes et les milieux, ou pas. Alors, en fait, tout dépend de ce dont on parle. Si on regarde les cours d'eau et les nappes, on n'a pas forcément les mêmes paramètres d'appréciation. Pour les nappes, on peut considérer grosso modo qu'il y a une petite moitié des nappes qui sont considérées en bon état, et puis l'autre moitié des nappes qui est dégradée. Les nappes, pour préciser, les nappes, c'est des nappes profondes. C'est l'eau, on la puise à quelle profondeur? C'est un millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a des nappes qui se succèdent à différents niveaux de profondeur et qui se superposent. Vous avez des nappes superficielles et des nappes plus profondes. Et plus on descend, plus l'eau est de bonne qualité? Oui, en règle générale, par rapport aux intrants. Mais ce n'est pas forcément parce qu'elle est de bonne qualité par rapport à un certain nombre de paramètres qu'elle est potable.
Il y a parfois d'autres substances qui sont un peu indésirables dans ces nappes profondes. Donc c'est un petit peu compliqué. Il faut les traiter malgré tout. Mais si on regarde les choses de façon un peu globale, il y a une moitié des nappes qui n'est pas considérée comme en bon état parce qu'elles se rechargent de façon insuffisante, un problème de quantité, et puis parce qu'elles peuvent être affectées en termes de qualité par la présence de nitrates ou de substances pesticides, d'herbicides par exemple. Donc tout l'enjeu au jour d'aujourd'hui, c'est de développer des pratiques aujourd'hui, et c'est vraiment urgent, il faut le faire maintenant, il ne faut pas louper le coche, des pratiques qui permettent de réduire les impacts en termes de qualité, donc l'usage des intrants et des pesticides, parce que le front en fait d'atteinte de la nappe, ça prend du temps, ça peut prendre une dizaine d'années. Et les efforts qu'on fait aujourd'hui, on en aura les fruits dans une dizaine ou dans une quinzaine d'années. Ah, vous dites qu'il ne faut pas louper le virage, donc là c'est... Donc c'est maintenant. D'accord, c'est maintenant. Donc c'était de la politique en fait, c'est des décisions... Il faut une volonté politique, ça c'est indéniable. Il faut aussi une prise de conscience, et je pense que la prise de conscience elle est vraiment généralisée. C'est les deux premiers leviers. Et puis derrière, il faut inciter, c'est-à-dire aussi aider les changements de pratique. C'est un des rôles de l'agence, avec par exemple des programmes que développe Hauts-de-Vienne sur le territoire issu du département, de mettre en place des pratiques environnementales à travers des mesures agri-environnementales, à travers la conversion à l'agriculture biologique. L'agence est présente pour financer ça. Mais c'est aussi parfois d'autres types de contraintes, une contrainte réglementaire, voire même peut-être une contrainte financière, à travers des redevances, par exemple pour l'usage de pesticides en agriculture. Donc ça, c'est pour les nappes. Les cours d'eau, on peut considérer qu'ici, sur le département, enfin plutôt sur la région, le nord de la région Nouvelle-Aquitaine, on a un gros quart des cours d'eau qui sont en bon état écologique. L'objectif, ça serait 100%. Les autres ne le sont pas, pourquoi 28% à peu près. Et ils ne le sont pas, pourquoi les autres, Olivier Renard? Alors, ce qui fait le bon état écologique, je vais prendre un petit peu de temps, alors vous allez devoir m'interrompre. Vous allez faire court, allez-y. Il faut être bon partout pour être en bon état écologique. C'est-à-dire que tous les paramètres doivent être bons. Donc c'est un niveau très exigeant. Au jour d'aujourd'hui, ce qui pêche dans l'état écologique, c'est l'hydrologie. Le manque d'eau dans les cours d'eau à certaines périodes de l'année. Donc ça, c'est la première cause de dégradation. La deuxième cause de dégradation, c'est que nos rivières sont moins vivantes qu'elles ne l'étaient avant. Il y a moins d'habitat pour que la vie puisse s'y installer de façon riche et variée. Il y a aussi parfois de la rupture de continuité. Les poissons ne peuvent pas reconquérir des zones sur lesquelles ils ont eu des difficultés à se maintenir à certains moments. Et puis la troisième source, et on est déjà à un niveau de déclassement plus bas, ça va être des problèmes de pollution, soit de pollution organique, soit de pollution par les nitrates ou les pesticides, par exemple. Et ça, au jour d'aujourd'hui, oui, il y a 28% des cours d'eau qui sont en bon état écologique. Donc l'un des enjeux, c'est de rendre les rivières plus vivantes, pour qu'elles soient plus résilientes aussi au changement climatique. Oui, vous voulez rajouter, monsieur Leguet, un mot ? Je sais que nos auditeurs ont eu l'occasion de voir le documentaire de monsieur Luquet en amont, donc j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle à leur donner. Ah. Oui. Un scoop, à la fin du documentaire, on parle de la cistude qui aurait disparu du marais Poitevin. Il se trouve que depuis 3 ans, autour du secteur du Mignon, on commence à refaire des observations. Une population donc qui serait passée... Donc c'est plutôt bon signe, ça c'est la bonne nouvelle. C'est plutôt qu'on était passé à côté, qu'elle s'est éteinte partout ailleurs dans le marais. La mauvaise nouvelle, c'est que quand on regarde aujourd'hui comment le Mignon est traité, quel type d'agriculture est faite dans le Mignon, quel traitement, quelle gestion des niveaux d'eau et quelle agriculture est développée sur le Mignon, très clairement aujourd'hui, la transition et la bascule n'est pas en place. Le Mignon, c'est de Mosée jusqu'à Bazoin, c'est quasiment que du maïs. Et avec cette année, la grosse nouveauté, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, vous pourrez nous expliquer, le maïs n'était pas récolté au mois d'octobre et on a vu pour la première fois des moissonneuses-batteuses récolter du maïs sur des marais inondés. Alors je vous laisse imaginer le résultat en termes de tassage des sols, en termes de tourbières, c'est une catastrophe. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on partage, c'est l'urgence. Ce qu'on partage, évidemment, c'est qu'il est grand temps de faire la grande bascule. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on assoit un système ? Parce qu'il faut expliquer comment on en est arrivé dans le maïs. On en est au maïs partout depuis qu'en 92, on avait donné des primes plus importantes à ceux qui faisaient du maïs qu'à ceux qui faisaient de l'élevage et à ceux qui faisaient du maïs irrigué. Il y avait une taxe encore, une redevance encore plus importante. Le problème n'est plus là. Le problème est là puisque aujourd'hui, il s'agit... il faut le dépasser, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et vraiment le sentiment, c'est qu'aujourd'hui, face
face aux engagements qui ont été pris face à ces gens qui ont transformé leur système, qui sont passés du polyculture élevage avec le système foin, etc., à du tout maïs, la transition que la plupart des fermes ont. Comment aujourd'hui on fait machine arrière? Comment aujourd'hui l'État reconnaît qu'elle a eu une grande responsabilité à emmener ces agriculteurs dans ce mur-là, et nous avec, il faut changer de paradigme, on a entendu. Complètement, en profondeur. Il nous reste 2 minutes, je voudrais donner un peu la parole à Pascal Levasseur, qui peut se sentir un peu oublié, mais justement sur cette question de la pollution, vous êtes, tenu d'offrir à vos usagers de l'eau buvable, potable. Donc cette pollution, vous la retrouvez forcément, vous la traitez et vous constatez... On ne fait pas que la traiter, on essaie de lutter effectivement en amont dans le cadre de programmes ressources pour reconquérir la qualité des eaux brutes. D'accord. Faites les deux, c'est-à-dire qu'il y a... On fait les deux. On va depuis la source. Donc globalement, je partage le constat de l'agence de l'eau. C'est-à-dire on a à peu près 10% des captages prioritaires sur lesquels on a des programmes d'action dans le cadre de contrats territoriaux sur lesquels effectivement on agit fortement, on fait des animations territoriales sur des temps longs, sur des séquences de 5 à 6 ans selon les contrats pour effectivement faire évoluer pour l'essentiel les pratiques agricoles. On travaille également avec la Chambre d'agriculture sur un certain nombre de captages sensibles. On mène des actions depuis plusieurs années, toujours pareil, dans une logique d'évolution des pratiques, convertir de plus en plus d'agriculteurs vers l'agroécologie, vers l'agriculture biologique. Et pour finir, quand on a, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Reynard, on investit aujourd'hui dans ces logiques de reconquête, sachant qu'on aura les résultats dans un horizon 10, 15, peut-être 20 ans. Et aujourd'hui, peut-être que l'eau n'est pas potable sur certains territoires, et cela nous a obligés, et cela va nous obliger à traiter, à faire à la fois du préventif et du curatif. Donc traitement, c'est-à-dire plus cher, et peut-être une eau plus chère aussi pour le consommateur? Ah oui, exactement, oui. Ouais. À la louche, à peu près, on investit à peu près 1 million d'euros sur le préventif. Préventif et coût d'exploitation, et 1 million d'euros par an, je parle en termes d'investissement. C'est donc le coût lié aux pollutions diffuses pour le syndicat Eau-de-Vienne-Sivers, c'est à peu près 2 millions d'euros par an. Voilà. C'est 20% des investissements. Enfin, c'est à peu près 10% du prix de l'eau. Merci à tous les 4 de nous avoir donné votre expertise sur cette ressource qui est l'on partage. On est bien d'accord qu'il va falloir au fond gérer avec un peu plus justement de partage. J'espère qu'en tous les cas ce débat aura permis de vous mettre tous les 4 autour de la table et de faire avancer sur ce dossier fondamental. Merci à tous ceux qui nous suivent dans ce débat doc. Merci beaucoup.